Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a pris le pouvoir après le renversement du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, s'engage à rétablir la sécurité au Burkina Faso. Son objectif, aboutir à la refondation et la restauration d'une paix durable. En République démocratique du Congo, le Trésor public aurait enregistré des pertes de plus de 6 milliards de dollars par an entre 2011 et 2020. Des pertes occasionnées par des exonérations frauduleuses selon le rapport du groupe d'études sur le Congo. Et puis, atteindre 5,7% de croissance économique, c'est le défi que s'est fixé l'exécutif égyptien pour l'exercice 2022-2023. Objectif qui dépasserait le niveau de croissance pré-pandémique de 5,6% atteint par le pays au cours de l'exercice 2019-2020. Mais tout d'abord, le dialogue national en vue d'élections libres et démocratiques prend encore du retard au Tchad. Le dialogue qui devait initialement se tenir dans les 18 mois après le décès de l'ancien président Idriss Déby Itno a été repoussé par la junte militaire au pouvoir du 15 février au 10 mai 2022. Le pré-dialogue avec les nombreux groupes rebelles armés qui attaquaient régulièrement le régime du feu président Déby a également été repoussé au 27 février à Doha, au Qatar, au lieu de fin janvier. En cause, l'absence de consensus entre différents groupes armés, notant que ce pré-dialogue est une condition préalable pour les amener à la table du dialogue national inclusif. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, chef de la junte, s'est adressé à la nation ce jeudi 27 janvier. Allocution lors de laquelle le leader du MPSR s'est engagé à convoquer les forces vives de la nation pour convenir d'une feuille de route qui aura pour but de projeter et réaliser le redressement voulu par tous les Burkinabés. Il a également fait de la restauration de la sécurité son objectif numéro 1. Écoutons-le. Citoyennes, concitoyens, burkinabés de la diaspora, si les priorités sont nombreuses, il est clair que la priorité principale demeure la sécurité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie, la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. Les indicateurs de mesure de la réalisation de cet agenda demeureront le niveau de restauration de l'intégrité du territoire et la qualité des actions entreprises pour la refondation de notre nation. Je vous donne la ferme assurance que notre engagement n'a aucunement pour but de rétablir un ordre quelconque, mais s'inspire de l'ensemble des exigences légitimes du peuple burkinabé. Également dans l'actualité, le vote sur le projet de résolution portant prorogation du mandat de la mission de l'ONU en Libye prévu ce jeudi 27 janvier a été reporté signé. La délégation russe aurait soumis de manière inopinée un contre-projet aux membres du Conseil de sécurité, résultant ainsi au report du vote. Le projet russe prévoit notamment de prolonger la mission de l'ONU en Libye jusqu'au 30 avril 2022 au lieu du 15 septembre 2022, date mentionné initialement dans le projet de résolution préparé par le Royaume-Uni. Pour rappel, le mandat de la mission politique Manul expire ce 31 janvier 2022. Publié le 21 janvier, le dernier rapport du groupe d'études sur le Congo met en lumière des pertes de revenus d'au moins 6,3 milliards de dollars par an enregistrées par le Trésor public entre 2011 et 2020 en République démocratique du Congo. Des pertes causées par la fraude, notamment. Le ministère des Finances entend procéder à des audits pour prévenir les abus. Ameneji.
Plus de 6,3 milliards de dollars par an entre 2011 et 2020, c'est ce qu'a perdu la République démocratique du Congo en raison des exonérations douanières selon un rapport du groupe d'études sur le Congo GEC. Les exemptions pour les sociétés minières à elles seules se sont élevées à 2,8 milliards de dollars sur la période indiquée. En grande partie douteuses selon le GEC, elles sont souvent appliquées à des autorités publiques ou personnalités politiques qui détiennent les entreprises bénéficiaires. Les exonérations fiscales sont une façon pour l'État, un choix pour l'État de son propre appauvrissement. Mais ceci procède de deux faits. D'abord, la faiblesse de l'État et l'absence de capitaux dans notre pays, ou plutôt la non-capacité de mettre en place des structures de génération de capital dans notre pays. Même aussi au-delà d'exonération, il y a des évasions fiscales naturellement dont on ne parle pas et des fraudes fiscales qui existent et qui accompagnent ce phénomène et qui gonflent davantage ce montant. Les experts du GEC renseignent que des exonérations accordées aux organisations humanitaires ou aux missions diplomatiques ont constitué une source de profit et d'abus. Comment sortir de ce fléau? Il faut au départ qu'il y ait des réformes qui puissent mettre en évidence l'expansion du marché intérieur et ainsi l'économie congolaise est elle-même capable de générer des revenus. Il faut qu'il y ait un cadre juridique qui reconnaît et sécurise la propriété privée, qui est la base, le fondement même du capitalisme. C'est un problème essentiellement d'abord juridique, le respect de la justice, le respect de la loi dans ce pays, mais qui malheureusement est le plus souvent sabotée par ceux qui devraient la protéger. À travers un tweet publié vendredi 21 janvier 2022 intitulé « Les exonérations douanières en RDC qui gagnent ce que perd le trésor public », le groupe d'études sur le Congo dévoile pour la première fois une liste des bénéficiaires, chacun ayant fait perdre au trésor au moins 1 milliard de francs congolais entre 2014 et 2018. L'Égypte souhaite atteindre une croissance économique de 5,7% pour l'exercice 2022-2023, ainsi qu'un excédent primaire d'1,5% du PIB. Pour ce faire, le pays compte stimuler son activité économique dans le contexte de la crise du Covid-19, en mettant en œuvre un large éventail de réformes structurelles dans tous les domaines et en s'appuyant sur le secteur privé. Les précisions de Marine Tolo. Pour l'année 2022-2023, l'Égypte se fixe des objectifs d'atteinte d'une croissance économique de 5,7%. Cette croissance, selon les projections du ministère égyptien des Finances, sera fixée à 6% pour l'exercice 2024-2025. Pour atteindre cet objectif, le pays compte par ailleurs investir davantage dans les domaines du transport et renforcer ses systèmes d'exportation. Aujourd'hui, contrairement aux prévisions pessimistes liées à la pandémie, je pense que l'Égypte reste l'un des rares pays africains qui a enregistré une croissance positive. En 2020, je pense qu'ils étaient entre 2 et 3%. En réalité, la croissance économique de l'Égypte a été résiliente depuis les réformes économiques engagées en 2016. Pendant la première moitié de 2020, les exportations égyptiennes ont chuté de 6%, tandis que les importations ont perdu 21% selon la Banque africaine de développement. Ceci a, selon des observateurs, contribué à réduire le déficit de la balance courante à 3,1% du PIB en 2020 contre 3,6% l'année précédente. Ainsi, selon des observateurs, le pays espère s'inspirer de ses performances économiques antérieures pour rehausser son économie. Malgré les critiques qu'on peut lui faire, l'État joue un rôle essentiel pour booster l'investissement privé et promouvoir les exportations. Mais les pouvoirs publics, à mon avis, doivent investir encore plus, et même dans des domaines où le secteur privé n'investit pas, car Notons que malgré les impacts de la pandémie de coronavirus, les exportations égyptiennes ont augmenté de 27% en 2021 et ont enregistré 31 milliards de livres égyptiens, notamment le plus grand volume d'exportation de l'histoire économique du pays, selon un communiqué. Le pays espère par ailleurs atteindre un excédent primaire de 1,5% du PIB dans les 2 prochaines années. L'actualité sportive à présent avec un point sur la CAN 2022 qui se tient actuellement au Cameroun. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Corinne. Alors José, on va notamment revenir sur les récentes rencontres qui ont eu lieu, notamment Côte d'Ivoire, Égypte. Une affiche de finale
pour la CAN qui a cristallisé toutes les tensions. Oui, vous avez raison. Visiblement, les supporters des éléphants n'ont pas digéré cette défaite contre l'Égypte. La tension est montée entre les supporters de ces deux pays frères, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Des bruits ont circulé sur de graves incidents à Koumassi, en Côte d'Ivoire, où il y avait un écran géant. On semble dire que plusieurs supporters camerounais auraient été agressés. Est-ce vrai? Guillaume Momo, spécialiste du football ivoirien, nous répond. Alors non, je ne confirme pas l'information. Il y a eu des échauffourées à Koumassi, des chaises cassées, mais c'était plutôt des supporters qui étaient déçus. Il faut savoir qu'il y a une grosse communauté camerounaise en Côte d'Ivoire, dont moi-même ma meilleure amie que je salue. Voilà. Ouais, une défaite qui n'a pas plu du tout aux supporters, on le comprend très bien, car la Côte d'Ivoire était parmi les favoris de cette CAN. Et Guillaume Momo nous analyse justement ce résultat, ou plutôt cette élimination. Je ne dirais pas que c'est un piège. La Côte d'Ivoire a joué par moments dominé. Et quand on dit se faire piéger, c'est perdre 2-0 ou 3-0. En fait, je pense que les gens attendaient trop de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a juste fait un match nul et puis il n'y a pas eu de chance, a perdu au pénalty. Autre affiche intéressante, José, Mali, Guinée équatoriale, avec un dénouement inattendu. Oui, même scénario, Corinne, pour le Mali. Élimination sur tir au but. Les Équato-Guinéens se sont battus et ont prouvé qu'ils sont en plein progrès. Il faudra sans doute compter sur le Zalang national pour la suite de la compétition. Guillaume Mambo. Oui, et ce discours qui dit qu'il n'y a plus de petites équipes, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'une équipe peut arriver loin dans ce championnat-là. Tout simplement le manque de fraîcheur, aussi les automatismes. Là, la Guinée équatoriale, on peut remarquer que le capitaine, c'est quelqu'un qui a un fort caractère et qui a envie. Alors quand on joue une Coupe d'Afrique, il faut y aller avec le mental. Alors, José, ce week-end, 4 matchs pour un ticket en demi-finale. À quoi s'attendre? Oui, à commencer par ce samedi 29 avec les premiers matchs et non des moindres. Retrouverons notre rédaction à Yaoundé. Le 29 janvier 2022, Cameroun-Gambie, premier match des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis le début du tournoi, les deux équipes ont un parcours sans faute et identique de 3 victoires et 1 nul. Après le match Cameroun-Gambie, ce sera la deuxième rencontre des quarts de finale. Ce même 29 janvier à 20h, le Burkina Faso va rivaliser la Tunisie. Les Tunisiens ont gagné en confiance en éliminant 1-0 la meilleure équipe de la phase des poules, le Nigeria, qui totalisait 9 points sur 9. Les Burkinabés, eux, ont eu maille à partir en 8e de finale avec le Gabon. Et ce dimanche, Corinne, Égypte, Maroc et Sénégal, Guinée équatoriale. Alors José, qu'est-ce qui se dit dans les coulisses de la CAN? Oui, après le match Sénégal contre le Cap-Vert, souvenez-vous du choc entre Sadio Mané et le gardien du Cap-Vert, Vozinha. Donc Sadio Mané qui a été hospitalisé, a envoyé un message sur son compte Instagram et a dit à tout le monde, tous ses supporters, Alhamdoulilah. Donc en gros, tout va bien, il va mieux. Oui, exactement. C'est bon à savoir. Alors oui. José... Et Milovan Radjevac, le sélectionneur du Ghana, a été licencié. Et puis quelques stats pour Achraf Hakimi, qui a cadré à 6 reprises et le premier joueur à inscrire 2 buts sur coup franc durant une même compétition. Il a touché 315 ballons et a réussi 59 passes. Une compétition intéressante, cette CAN 2022, José. Il n'y a pas de petite équipe, de très belles affiches. Est-ce que vous analysez la chose de la même manière que moi? Il y a beaucoup de niveaux cette année quand même. Ah oui, il y a du beau niveau. Et justement, nous avons demandé à Guy Armamo pourquoi la FIFA n'intègre pas plus d'équipes, justement, en Coupe du Monde, plus d'équipes africaines, précisément. Alors, après le Qatar, on verra. Mais écoutez déjà ce que nous dit Guy Armamo. Oui, mais chaque année, on nous dit qu'il faut changer les choses. Moi, je m'adresse particulièrement à notre grosse star. On parle de Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Touré, etc., etc. Ces grands noms du football mondial, tels que Roger Mila. C'est pas à nous de faire le combat, c'est aux journalistes, aux anciens joueurs. Alors, ça donne lieu de faire éventuellement peut-être un forum sur la question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la priorité de la CAF? Est-ce que c'est la priorité du football mondial de mettre le football africain en avant? On le voit avec le moindre incident qui se passe avec la CAN au Cameroun. Même les propres Africains vilipendent le pays organisateur. Là, il y a un véritable problème.
Alors José, les qualifications pour la demi-finale démarrent ce week-end. On a 2 grands favoris de cette CAN qui vont essayer d'obtenir leur ticket, le Sénégal et le Maroc. Petit retour sur leur parcours dans cette compétition jusqu'ici. Des supporters en liesse au terme de la rencontre Sénégal-Cap-Vert remportée par les Lions de la Teranga 2-0. C'est ce que nous voulions. On a pu travailler pendant 4-5 jours, récupérer l'ensemble de notre effectif. Dans une rencontre où les requins bleus ont évolué en infériorité numérique en prenant 2 cartons rouges à la 21e, puis un autre à la 57e, l'adversité aura été de mise. Votre question, je suis très fier de mes joueurs et je sais qu'on va faire des choses. 2-1, c'est le score final qui a sanctionné la rencontre entre les Lions de Dallas du Maroc et les Flammes du Malawi. Je dois le féliciter, ça n'était pas facile, vous savez, depuis 2004, l'équipe Maroc a des difficultés. Nous avons travaillé très dur et nous étions prêts d'atteindre nos plans de jeu, mais ça n'a pas marché. Nous avions plutôt vu certains de leurs points faibles et nous avons essayé de les exploiter. La sélection marocaine qui se qualifie donc pour les quarts de finale reste confiante pour la suite du tournoi. Alors José, vous pensez que le Sénégal et le Maroc ont leur chance de se qualifier pour ces demi? Ils ont leur chance, je pense, parce que ce sont 2 grandes nations du football africain. Alors, petite rectification, ces 2 équipes ne risquent pas de se rencontrer en demi-finale, mais peut-être plus tard, on ne sait jamais, on verra bien. Et pour répondre à votre question, Corinne, ils ont chacun, ces deux nations, elles ont chacune, eh bien, 2 entraîneurs à caractère. Vaïd Elilozik pour l'équipe du Maroc et puis Aliou Cissé pour le Sénégal. Aliou Cissé qui a été critiqué ces derniers temps par certains de nos confrères qui trouvent bien que le football sénégalais n'est pas de très bon niveau. Et pourtant, eh bien, Aliou Cissé travaille sérieusement. En tout cas, on verra bien, verdict très bientôt. Et puis, pour les affiches, je vous rappelle, donc ce samedi 29, les Lions indomptables qui ouvrent le bal contre la Gambie à 17h et Burkina Faso contre la Tunisie à 20h et le lendemain dimanche, Égypte, Maroc et Sénégal, Guinée équatoriale. Commentaires dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.